chercher à ajouter une personne dans Enoria. Alors, la plupart des utilisateurs ont déjà testé cette fonctionnalité, mais c'est vrai que quand on démarre, et c'est le cas de certains qui nous suivent aujourd'hui, quand on démarre, on a besoin évidemment d'alimenter la base, parce que sinon, évidemment, au tout début, il n'y a personne à rechercher, hein, tout simplement. Alors, créer une personne, bon, on y accède facilement par le menu latéral, et tout de suite, il y a deux choses très importantes et à faire toujours dans le même ordre. C'est de se poser la question, quelle est la personne, le type de la personne que je cherche à entrer? Est-ce que c'est un adulte ou est-ce que c'est un enfant ou jeune? Qu'est-ce qu'un enfant ou jeune? C'est quelqu'un qui est relatif au foyer de ses parents. Un majeur qui vit toujours chez ses parents, un jeune étudiant peut-être, on le considère comme enfant ou jeune. Il est relatif au foyer de ses parents. Sinon, il aura son propre foyer. Donc ça, c'est la première des choses à modifier s'il y a lieu. Par défaut, c'est enfant ou jeune. Mais ça va conditionner le reste de la saisie. La deuxième chose, c'est de choisir est-ce que c'est un homme ou une femme. Et ne pas changer tout de suite le titre. Parce que si je choisis, alors on peut tirer comme ça ou taper à un endroit et ça passe, vous voyez, c'est un bouton qui défile comme ça. Alors, si je passe sur femme, comme j'ai entré enfant ou jeune, tout de suite, ça met par défaut mademoiselle. Voilà. Si j'avais commencé à changer, à dire c'était madame, enfin que je joue avec les trucs, au bout d'un moment, il risque d'y avoir des informations incohérentes. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Première chose, je gère le type. Je pense à bien rentrer le type. Deuxième chose, le sexe. Maintenant, lorsque je veux rentrer une personne dans la base, si jamais j'ai un intérêt et une légitimité à rentrer plusieurs personnes du même foyer, il vaut mieux commencer par entrer un enfant du foyer. Pourquoi? Parce que dans la question des relations entre les personnes, qu'on va voir en troisième question aujourd'hui, dans la relation entre les personnes, les relations en chaîne vont mieux enfin, les liens entre les personnes vont mieux se faire si on commence à entrer un enfant, puis ses parents. On va le voir dans quelques instants. Bon, je reste quand même, dans un premier temps, je finis ma question, ajouter une personne. Donc, je vais effectivement ajouter une nouvelle personne. Je vais aller jusqu'au bout. Hein. Donc là, il s'agit de Berthe. Berthe et ici Petit. Alors là, le nom de famille, je peux le taper en minuscule, il va se transformer en majuscule automatiquement. Normalement, vous avez dû le remarquer pour la plupart déjà. Hein. Alors, il y a des informations qui sont facultatives. Je peux les laisser en attente pour l'instant si je ne les ai pas ou si je veux aller très très vite, je veux rentrer très vite des informations basiques, puis je compléterai par la suite. Je peux aller effectivement à l'essentiel, donc simplement le type de la personne, le sexe, un prénom, un nom. Notez que le prénom n'est pas obligatoire, mais évidemment, c'est recommandé de l'entrer parce que sinon, on ne va plus retrouver les personnes. Dans les recherches, ça va être vite le chantier. Alors, là, je rentre le minimum. Hein. Berthe Petit. Et Berthe Petit, eh bien, on va voir si elle a des parents. Alors là, il se trouve que j'ai un petit bug. Normalement, elle serait censée avoir plutôt un père qu'un époux ou une épouse. Bon, je le change. Donc, il faut être attentif à toutes les étapes. Hein. Alors, elle a un père qui est masculin, qui s'appelle Olivier. Il est petit aussi. Je rentre rien d'autre. Et puis une mère qui s'appelle Odile, petit aussi. Voilà. Je vais marier ces deux parents-là. Si je les marie, je clique sur lien auto. Sinon, je le laisse.
Voilà. Je peux également entrer une adresse dans le foyer. Et là, les informations que je vais rentrer, elles sont connectées en fait avec une base en ligne qui regroupe la base des impôts, de la poste et je ne sais plus trop quoi d'autre. Donc, ce sont des informations qui sont vérifiées. Hein. Alors, je vais taper un peu n'importe quoi, rue du... là, il me propose déjà des choses à Toulouse, pourquoi pas. Bon. Mais enfin, si je voulais, je vais mettre rue de l'Église, et puis je vais chercher, tiens, est-ce qu'il y en a dans le département 44? Oui, à Nord-sur-Erdre, il y a 3 rues de l'Église. Moi, ça me plaît, ça, comme adresse. Voilà, tac. Enfin, vous voyez, on peut rentrer des choses manuellement et puis il affine la recherche, il vous propose la chose. Si, ça peut arriver parfois, l'adresse n'existe pas encore, enfin, du moins, la base n'a pas été mise à jour. C'est le cas souvent, par exemple, si c'était le 3 bis. C'est une nouvelle maison, elle vient d'être construite et la base n'a pas encore été mise à jour. Vous pouvez forcer la saisie ici. À vrai dire, je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'heure actuelle dans Eunoria ensuite, parce qu'il est censé y avoir un petit script qui balaye régulièrement les adresses pour vérifier qu'elles soient au bon format. Là, j'avoue mon ignorance, je ne sais pas si l'adresse sera corrigée. Vous pouvez faire un test un jour et puis retourner sur l'adresse en question pour voir si elle a été modifiée ou pas. Bon, voilà. Je pourrais ne pas avoir l'adresse postale et n'avoir que le numéro fixe. Alors, donc, je peux l'entrer quand même. Je peux n'entrer qu'un numéro fixe si pour l'instant, je n'ai que le numéro fixe. Au passage, j'insiste sur une chose très importante, c'est qu'on a vu à l'écran précédent, je vais y retourner, qu'ici, il y a un numéro de mobile, un numéro perso. Mais on vous donne un exemple en arrière-plan d'un numéro de mobile. Il est absolument primordial de n'entrer ici que des numéros de mobile qui sont liés à la personne. Il ne faut pas rentrer de numéros fixes ici. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut quitter son foyer pour une raison ou pour une autre. Donc, les numéros perso sont liés à la personne. Tandis que les numéros qui sont liés au foyer sont des numéros en principe fixes. Il peut arriver, ici ou là, qu'on n'ait plus de numéro fixe dans un foyer, mais seulement un numéro de mobile. Dans ce cas-là, il faut discerner, est-ce qu'on l'attache à une personne ou est-ce qu'indifféremment, plusieurs personnes du foyer vont répondre au numéro mobile. Bon, c'est à discerner. Mais en tout cas, il faut bien faire la distinction entre un numéro attaché à une personne et un numéro qui est attaché à un foyer, à une adresse postale. Voilà. Parce que ça concerne donc le changement de foyer potentiel d'une ou plusieurs personnes. On peut ajouter au passage, je ne vais pas m'attarder trop, mais on peut ajouter des frères et sœurs donc, à la personne du foyer que je suis en train d'ajouter. Donc ici, je vais ajouter Amélie. J'ai oublié de rentrer que Amélie est féminin, petit. Et puis, je pourrais rentrer aussi une date de naissance, mais je ne vais pas le faire. Rapidement ensuite, la personne est baptisée ou pas, etc. Donc, les sacrements de l'initiation chrétienne, je ne suis pas obligé de remplir tout de suite ces choses-là, mais si je le fais, il faut le faire aussi toujours un peu de la même façon. C'est-à-dire, si je remplis le lieu, et là, quand je dis de la même façon, c'est que tous les utilisateurs d'une même paroisse le fassent à peu près de la même façon. Alors, il peut y avoir plusieurs façons, mais si je commence à dire, alors je mets par exemple la ville, alors au hasard Nantes, et puis ensuite je vais mettre l'église, église Saint-Paquier par exemple. Il faudra toujours que je respecte le même ordre. Voilà. Si au contraire j'avais noté, je voulais rajouter le numéro du département, alors je mets 44, bon, etc. Voilà, ce sont des conventions d'écriture qu'il faut se donner à l'intérieur du même paroisse. Ça vaut pour ce champ-là et pour bien d'autres. Peut-être qu'on refera une petite formation autour de ces conventions d'écriture un de ces prochains jours. Pour l'instant, j'enregistre et donc j'ai Berthe Petit qui a un père et une mère
et qui a une sœur. Voilà. Au passage, il y a un foyer qui a été créé. Si je veux changer le nom du foyer, parce qu'il se trouve que dans ce foyer, il y a un père et une mère qui sont mariés, Olivier et Odile Petit. Ben, ça peut être je peux garder le nom Olivier Petit, mais je peux aussi changer cette information et préciser que dans ce foyer, c'est Olivier et Odile Petit. Alors même si le système me demande qu'il y ait un responsable, qui sera le contact privilégié, mais globalement, parfois ça peut être plus parlant. Là, je l'ai rentré dans cet ordre-là, mais encore une fois, si j'avais une convention d'écriture qui consistait à dire ça sera toujours comme ça qu'on va l'écrire, ben, on peut l'écrire comme ça aussi. J'ai une question par rapport au nom de jeune fille de la mère, parce que vous m'avez très gentiment rempli mon fichier avec baptême, communion, etc. Et j'ai donné des informations, mais si vous allez chercher à l'église quand j'ai été baptisée, etc., vous n'aurez pas au nom de Baron, vous aurez au nom de No. Et là, vous ne trouverez pas du tout. Donc voilà, quid du nom de jeune fille de la mère? Lorsque donc une personne est mariée, enfin une femme est mariée, je pense, il pourrait y avoir plusieurs manières de faire peut-être, hein, mais je pense qu'il vaut mieux la rentrer avec son nom marital dans la base. Et le nom de jeune fille, on va essayer de le gérer autrement. Alors, le nom de jeune fille, quand on en a besoin, parce que en, en pratique, on n'en a pas besoin tous les jours. On peut en avoir besoin dans certains cas. Ça peut être le cas, par exemple, pour des registres, par exemple, funérailles. Bon, voilà. Alors, le nom de jeune fille, moi, pour l'instant, la solution que j'ai trouvée, c'est d'entrer, de paramétrer un champ supplémentaire au niveau des personnes. On a vu déjà dans une autre formation qu'on peut paramétrer des champs supplémentaires au niveau des groupes, mais il existe une possibilité de paramétrer des champs supplémentaires au niveau des personnes. Alors, ce n'est pas tous les utilisateurs qui doivent paramétrer ce genre de choses, hein, parce que je ne pense pas qu'il faille avoir trop de champs supplémentaires au niveau des personnes, parce qu'ils s'appliquent à toute la paroisse, ces champs supplémentaires. Donc, s'ils viennent, entre guillemets, polluer trop le visuel en permanence, c'est un peu embêtant. Alors ici, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on a déjà un champ supplémentaire en réalité qui a été entré juste à titre d'exemple, c'est le champ supplémentaire une autre info, et puis il y a une valeur A qui a été entrée. On pourrait très bien avoir entré comme champ supplémentaire à la place de une autre info, nom de jeune fille. Et puis ici, on tape en dur le nom de jeune fille. Alors, si je vais en modifier dans la fiche de Jeanne, alors il se trouve que Jeanne, ce n'est pas le meilleur exemple parce que c'est plutôt Renée, hein, puisqu'elle est mariée. Si je modifie la fiche de Renée, je vais avoir accès au champ supplémentaire à la dernière page, au dernier onglet. En fait, bon, l'onglet vie chrétienne, ce n'est pas très parlant, mais c'est parce qu'il a été mis à la dernière page. Il se trouve que ce champ supplémentaire, pour le moment, une autre info, il a été paramétré avec des valeurs, avec une liste de valeurs, A, B ou C. Donc, je n'ai pas tellement le choix. En réalité, pour nom de jeune fille, en l'occurrence, ça ne m'intéresserait pas d'avoir A, B ou C. On est d'accord. Pour d'autres informations, RGPD oui, non, ou je ne sais pas quoi, ça pourrait être intéressant d'entrer toujours un choix limité de valeurs. Je vais vous montrer comment paramétrer. Du coup, je finis de répondre à la question comme ça, en allant jusqu'au bout. Comment paramétrer le champ supplémentaire? Alors, il faut être administrateur pour ça, hein. On va dans la configuration de la paroisse et on a accès tout de suite au champ supplémentaire. Et c'est ici qu'on modifie ou que l'on ajoute un champ supplémentaire. Je tape ici « nom de jeune fille ». Et je laisse les valeurs par défaut vides. On va voir ce que ça fait. J'enregistre. J'ai bien un nouveau champ.
avec valeur possible, champ libre. Je vais retourner sur la fiche, de René Grand. Sur la fiche de René Grand, en mode modification. Maintenant, j'ai effectivement accès à ces deux champs. Et pour le nom de jeune fille, je tape ce que je veux, petit, je valide, et j'ai l'information maintenant du nom de jeune fille petit. Bon. Ce nom de jeune fille, ensuite, on pourra l'intégrer à des modèles de documents si on en a besoin, dans un tableau où on a besoin d'avoir dans une colonne le nom de jeune fille, on pourra l'intégrer. J'avais une petite question, si je peux me permettre encore. J'ai été surpris dans la saisie des données de la personne qui n'est pas un champ en particulier pour le lieu de naissance, parce que c'est une façon d'identifier vraiment la personne. Oui, alors oui, là aussi c'est une bonne question. C'est quelque chose qui m'a fait défaut parfois. Alors à vrai dire, c'est un peu comme le nom de jeune fille, ça permet d'identifier la personne, mais on s'en sert pas tous les jours. Donc là, il y a un arbitrage aussi à faire. Parfois, ça pourrait changer, hein, mais il y a un arbitrage à faire entre l'insertion de nombreux champs, alors soit en champ supplémentaire, soit en champ vraiment intégré à la fiche personnelle. Donc, je peux insérer 500 champs, je dis n'importe quoi évidemment, mais ça va alourdir le système dans les recherches, dans l'affichage, etc. Donc, ces champs-là qui ne servent que de temps en temps ou pas forcément à tout le monde, pour l'instant, effectivement, il peut en manquer. Le lieu de naissance, en l'occurrence, moi, il m'a fait défaut quand j'ai cherché à gérer intégralement, on le verra dans une prochaine formation, quand j'ai cherché à gérer intégralement les dossiers de mariage et notamment les demandes d'extrait de baptême pour mariage. Il faut indiquer de naissance. Ouais, il faut indiquer le lieu de naissance. Donc, moi, j'ai trouvé une parade. Le lieu de naissance, je l'ai ajouté dans un champ, dans un champ supplémentaire de groupe qui est lié à ma gestion des mariages. Mais finalement, il n'y a que là, pour l'instant, que j'en ai besoin. Donc, parce que les noms de jeunes filles, moi, je m'étais imaginé mettre le nom marital de la femme et après, entre parenthèses, son nom de jeune fille quand je l'ai. Oui, mais à mon avis, il faut pas le faire il faut pas le faire directement ici, parce que sinon, si vous envoyez, par exemple, à partir de là, vous voulez envoyer envoyer un courrier avec une enveloppe adresse, bah, ça va polluer votre affichage. Donc, faut se débrouiller autrement, je pense. Ah oui, d'accord. Toujours pour le caté, j'ai des familles dont l'un des deux parents n'est pas pratiquant. Alors, quand c'est le père, souvent j'ai le nom de la mère, donc je peux les inscrire sous un foyer avec le nom de la mère. Et si j'ai pas le père, qu'est-ce que ça va changer au niveau du foyer? C'est-à-dire que souvent, quand on regarde le listing, c'est le nom du père qui arrive et le numéro de téléphone qui arrive en premier, alors que on est souvent en contact avec la mère. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'échanger, de basculer? Mais dans ce cas-là, quand vous êtes dans un foyer donné, hein, vous avez les deux parents, mais effectivement, il y en a un des deux, il veut rien avoir, il veut pas vous avoir au téléphone. Bon, ça arrive. Dans ce cas-là, vous mettez, plutôt que de mettre le père en responsable du foyer, vous mettez la mère. Si elle s'appelle plus petit, si c'est petit, vous mettez la mère. Et comme ça, si c'est d'elle dont vous avez les coordonnées, c'est à elle c'est son numéro à elle qui s'affichera, etc. D'accord, ok. Mais est-ce qu'on a… Si vous voulez, le responsable foyer, c'est le contact privilégié. Justement, quand on fait une saisie de plusieurs personnes sur le fichier, on a souvent affaire à des personnes qui sont actives, par exemple, je dis n'importe quoi, pour la chorale. Donc, on a besoin de la saisir, elle, pour la chorale, mais par contre, son époux ne pratique pas du tout. Donc, quel est l'intérêt, justement, de saisir les conjoints quand on sait que…
Oui. Alors, Des pratiquants très occasionnels finalement. Enfin. oui. Alors, ben, à mon avis, là, il faut vraiment discerner, est-ce qu'on a une bonne raison et une légitimité à entrer dans la personne dans Enoria ou pas. Quand je dis légitimité, ça veut dire on est supposé avoir son accord et même le prouver. Ouais. Si on n'a pas cette légitimité, à mon avis, on peut trouver la parade suivante, c'est que on ne rentre que Odile Petit, que ce soit Olivier qui n'est pas du tout en lien avec l'Église. Hein. On ne rentre que Odile Petit. En revanche, dans le nom du foyer, on peut très bien mettre Olivier et Odile. D'accord. Comme ça, on sait qu'il y a un conjoint, mais on ne l'a pas dans nos fichiers. D'accord. Voilà, c'est une petite astuce. Ok. Moi j'ai une autre question. Quand je commence à saisir des funérailles, il faut d'abord que j'ai saisi le défunt comme personne. Or, ce défunt, souvent dans 95% des cas, c'est un inconnu dans nos paroissiens. Et donc, il apparaît dans la liste des personnes, mais après, je n'en ai plus du tout besoin. Et en l'occurrence, même si ce défunt n'a plus d'épouse, donc pas de veuve qui m'intéresse sur la paroisse, et les enfants habitent ailleurs. Oui. Donc, en fait, donc ces défunts, finalement, au fil du temps, ils seront dans la base. Oui. Mais... Cette question des défunts, de la présence des défunts ou des personnes qui ne sont plus en relation avec nous au bout d'un certain temps, effectivement, il faut la traiter. Alors, pour les défunts, il y a une façon, à mon avis, assez simple de régler la question. C'est qu'il y a une légitimité à garder les défunts au moins jusqu'au moment où on va tirer, par exemple, la liste des défunts de l'année. Oui. Passé ce moment, peut-être en effet que ça peut ne plus nous intéresser. Alors, sauf pour des motifs pastoraux, si on veut reprendre contact avec le membre de la famille, je sais pas quoi, pour réinviter à la suite. Enfin, bon. Mais enfin, au bout d'un certain temps, en tout cas, il n'y a plus ni de légitimité, ni de besoin réel de garder le défunt dans la base avec toutes ces informations personnelles. Dans ce cas, eh bien, au lieu de supprimer purement et simplement le défunt, on va l'anonymiser. Ce qui permet de garder la trace qu'il y a eu en fait une célébration au niveau comptabilité du nombre de célébrations, du nombre de défunts. Vous voyez, oui. Dans la base, il restera un. Ce ne sera plus Monsieur défunt, Monsieur Xavier défunt, mais ça sera un. Il y a eu une célébration. Voilà. Mais effectivement, il faut envisager périodiquement de faire un nettoyage de la base pour cette raison ou pour d'autres. Oui, en cas de déménagement, par exemple. Par exemple, oui. Et comment est-ce qu'on anonymise, pardon. Comment est-ce qu'on anonymise? Je vous l'ai presque montré tout à l'heure. Donc, dans la fiche d'une personne, on la modifie, on fait comme si on voulait la modifier. Hein. Et ensuite, comme si on voulait la supprimer. Donc, la petite poubelle, elle n'est pas très accessible, pas très visible, mais elle est bien là. Et ici, au lieu de mettre supprimer, on met anonymiser. D'accord. Voilà. Donc, on n'aura plus de données personnelles, mais il y a des choses qui vont rester dans la base qui ne permettront plus de retrouver la personne en question, mais qui seront des données qui seront conservées, qui nous permettront de garder la comptabilité de si elle a été baptisée telle année, ben oui, ça ne va pas diminuer notre nombre de baptêmes de cette année-là, etc. Ou si elle a fait des dons, ben les dons resteront toujours enregistrés, même si on n'aura plus accès à son nom.